Bonjour à tous, c'est la dernière journée de ces vacances de février pour les petits Limousins et toute la zona. C'était le premier rendez-vous touristique de l'année, l'occasion aujourd'hui de faire le point sur le tourisme en Limousin après une année 2020 muselée par la crise sanitaire, une année 2021 qui risque de l'être également, au moins en partie. On parle bilan, espoir et projection avec nos invités. C'est pas un scoop, hein. L'année 2020 fut plus que compliquée pour les acteurs du tourisme en Limousin. Confinement, limitation des déplacements, couvre-feu se sont succédés et ce fameux protocole sanitaire qui ne cesse d'évoluer. Dans ce contexte, comment les principaux sites touristiques du Limousin s'en sont-ils sortis? On en parle avec nos invités. Christophe Bise, bonjour, vous êtes le directeur du site du lac de Saint-Pardoux en Haute-Vienne. En un mot, est-ce qu'il y a du positif à tirer de cette année 2020? Bonjour, oui, il y a du positif puisque ça a permis de conforter le lac de Saint-Pardoux comme un site de tourisme de proximité majeur. Abel Guittard, vous êtes le directeur du parc aux loups de Chabrières-en-Creuse. 2020, année catastrophique ou année mitigée? Bonjour, année mitigée bien sûr et puis remplie surtout de frustration. On va en reparler, hein, elles sont nombreuses et elles perdurent. Fabrice Escure, vous êtes le président du Centre de la mémoire d'Oradour. Toujours compliqué d'associer Oradour avec le tourisme. Pourtant, ce site, c'est l'un des plus attractifs du Limousin, pour ne pas dire le plus attractif. Combien de visiteurs chaque année? Bonjour, en principe, nous recevons 300 000 visiteurs sur le site donc, du Centre de la mémoire et du village martyr, dont 120 à 130 000 viennent visiter l'exposition permanente du Centre de la mémoire. Et cette année? Et cette année, moins 50%, une année difficile, malgré une belle fréquentation estivale qui a montré que le devoir de mémoire est bien ancré chez nos concitoyens. Amandine Souton, vous êtes notre quatrième invitée, chef du pôle accompagnement stratégique, filière et destination au sein du comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Amandine, les destinations limousines, elles représentent 9% seulement, des séjours passés en Nouvelle-Aquitaine. C'est peu, mais finalement, ces destinations-là ont moins souffert que les autres. Si on jette un œil aux chiffres, on voit une baisse de 17% de la fréquentation hôtelière en Limousin, une baisse moindre. En Nouvelle-Aquitaine, c'est moins 20% et moins 25% sur toutes les destinations intérieures en France. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce Limousin ? Oui, bonjour. Alors peut-être déjà restituer un peu dans la Nouvelle-Aquitaine, on a eu une année très difficile, beaucoup de pertes au niveau des recettes touristiques, on parle de 4,1 milliards d'euros, donc bien sûr on comprend l'impact sur les socio-professionnels. Donc effectivement, on peut dire que cet été, malgré un recul de fréquentation qui est certes évident, on parle de moins 11%, on a eu de la chance parce que les touristes français sont restés sur le territoire, donc ça c'est une première chose. Et effectivement, le Limousin a su un petit peu tirer son épingle du jeu. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'était des destinations qui avaient déjà misé sur le tourisme français. Plus de 94% des touristes en Limousin sont français, donc ça a permis de limiter un petit peu la casse. Et puis qu'on était aussi sur des offres que les touristes sont venus chercher, de la campagne, de la nature, des grands espaces, les lacs notamment. Donc voilà, ça a permis un peu de limiter. Puis des touristes aussi affinitaires, familles, amis, des gens qui ont l'habitude de venir et qui sont revenus aussi cette année. Donc c'est aussi pour ça qu'on a pu limiter un petit peu la casse et sortir son épingle du jeu. Christophe Bise, vous l'avez ressenti, vous, à Saint-Pardoux, ce succès, cette ruée, on peut parler de ruée vers les lacs? Oui, tout à fait. Hein, ça a été, rien que sur l'été, on a une augmentation de 6% de la fréquentation par rapport à 2019, donc près de 295 000 personnes sur les 2 mois et près de 400 000 personnes de juin à septembre. Sur les plages, ça c'est sur la plage, les plages ont été bondées. Sur les plages, oui, mais également tout autour du lac, puisqu'on a des sentiers de randonnée qui sont une activité qui était facilement praticable pendant tout l'été. Et donc, c'est vrai que ce lac et cette campagne était un véritable exutoire après une période de confinement assez difficile. Cela dit, c'est pas tout rose, plus de fréquentation sur les lacs, mais moins de fréquentation des activités payantes. Voilà, tout à fait. Voilà, il y a une question, certes, de pouvoir d'achat, mais en même temps de contraintes sanitaires qui ont été relativement contraignantes, à la fois pour nous, en tant qu'exploitants, mais également pour le public. Donc, du coup, c'est vrai que les activités, la piscine a connu finalement
un tiers de sa fréquentation par rapport à une année normale, donc moins de 10 000 personnes contre près de 30 000 sur un été. Et les autres activités ont beaucoup souffert à cause des protocoles sanitaires. Donc c'est vrai que les activités payantes ont été vraiment très martyrisées pendant cette année 2020. Avant de poursuivre, on va aller faire un tour en Corrèze. Finalement, le département a bien tiré son épingle du jeu cet été, tout comme la Creuse et la Haute-Vienne. Regardez ce reportage, il a été réalisé à la fin des vacances d'été par Jean Perrier et Armin Costa. Il débute à Argentat, sur les rives de la rivière Dordogne. Pour la Dordogne et le tourisme vert en général, ce fut carrément bingo. Mais c'était simple. Elle est connue depuis longtemps et le sport nature fut forcément tendance à l'heure du masque et des gestes barrières. Vous êtes quand même arrivé en haut au sommet là. Le cadre, c'est sympa là. C'est super intéressant. On n'a pas eu le temps de s'échauffer en fait. Ça a été direct, très intense dès le mois de juillet. On était un peu sur les freins au niveau des emplois, etc. Et en fait, très surpris. Et c'est parti de 0% à 100% dès le début juillet. Donc vraiment, vraiment intense. 7 ans qu'il est installé et il n'avait jamais vu ça. En Corrèze, tous les plans d'eau d'ailleurs ont fait recette, à l'image des cartes postales traditionnelles, patrimoine de toujours ou cité où il fait bon vivre. Pour le côté nature, le beau temps, les gens, voilà, la curiosité. Ah, parce que c'est un beau pays, il y a plein de trucs, il y a beaucoup de choses. Oui, on y mange bien, oui, surtout, oui. Les produits du terroir sont très bons. Je dirais essayer, c'est l'adopter. Cet été a donc confirmé ce qu'on pressentait, pas beaucoup d'étrangers, et en revanche, mis l'accent sur une tendance engagée depuis quelques années, le slow tourisme. On se laisse aller, on veut juste gentiment se faire surprendre. Moins d'étrangers, plus de tourisme de proximité, une tendance qui est observée à la loupe ici par le comité départemental du tourisme. On va aller voir tout de suite. Boire à chaud sur cette dernière semaine d'août, quel était votre ressenti? Compilation des statistiques et enquêtes auprès des professionnels en cours, mais avec une double certitude. 1, ça a marché. 2, c'est un nouveau public que la Corrèze a séduit. Habituellement, les gens du Sud ont plus de mal à remonter, on va dire. Le tourisme va plutôt vers le Sud. Et là, on voit ces clientèles-là qui remontent. Donc certainement que voilà, ça va nous amener à retravailler notre façon de communiquer sur la destination. Et oui, parce qu'un touriste nouveau offre à réinventer. Les professionnels vont devoir réimaginer leur positionnement un peu comme on refait sa carte. La formule du jour, les apéritifs si vous souhaitez. Reste le vrai bémol de cette saison, l'été 2020 porte à jamais le deuil des festivals annulés en cascade. Vive 2021. Non, ça reste à voir. Amandine Souton, on l'a vu, une grande porte s'ouvre pour les destinations proposant du tourisme nature. Il y a une vraie brèche dans laquelle le Limousin doit absolument s'engouffrer. Et au sein du comité régional de tourisme, vous travaillez sur le cran au-dessus, le tourisme durable. Qu'est-ce que c'est ? Oui, donc effectivement, si la crise représente vraiment une menace pour l'économie touristique, on pense que ça peut être, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une opportunité pour nous permettre de repenser nos modèles de tourisme, peut-être sortir du toujours plus de sites à visiter en un temps réduit, toujours plus loin, toujours plus vite, mais peut-être repenser un peu la répartition des flux touristiques dans le temps, dans l'espace, travailler sur les mobilités douces. On parle aujourd'hui aussi du vélo notamment, mais à pied, etc. Et puis réfléchir aux expériences que les touristes recherchent aujourd'hui, l'aventure à côté de chez soi, la rencontre avec les habitants, avec les producteurs aussi de nos villages, de nos coins. Donc voilà, donc nous on travaille vraiment sur ces sujets-là. Et peut-être redécouvrir sa propre région, faire du tourisme à côté de chez soi, c'est possible aussi. Oui, tout à fait, on parle effectivement d'une logique un peu locavore, mais voilà, du local, aller redécouvrir des coins qu'on ne connaissait pas et se dire vraiment qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire des découvertes, même si on ne minimise pas quand même l'intérêt des clientèles internationales qui rapportent aussi à l'économie locale et l'intérêt aussi de ces rencontres interculturelles malgré tout. Donc, mais oui, on travaille sur ce sujet-là. Alors, à Belle-Guitare, vous, le parc au Loup de Chabrière, il entre totalement dans ce cadre-là. C'est le dépaysement à 2 pas de chez soi pour les Limousins. Le parc, il a vécu une année compliquée. Là, on est le 21 février. Il est fermé actuellement. Depuis mars 2020, il est resté ouvert ou fermé combien de temps ? Alors écoutez, c'est pas compliqué. On a subi bien sûr le confinement comme tout à chacun ici autour de cette table. On a pu rouvrir par dérogation préfectorale le 18 mai 2020.
Ceci jusqu'à mi-octobre 2020, et depuis, c'est une fermeture totale. Aujourd'hui, on a essayé de redemander une dérogation d'ouverture parce que le site se prête vraiment à des sorties en famille et sans aucun risque. On est en plein milieu forestier, on a de l'espace, il n'y a pas de croisement, c'est un sens unique pour visiter ce site. Et ce matin, malheureusement, on a reçu un avis défavorable de la préfecture de la Creuse, tout simplement parce qu'au niveau national, aujourd'hui, les parcs et zoos ne sont pas des sites ouvrables. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises sur place. On va dire que la préfecture de la Creuse, elle connaît le fonctionnement, j'imagine, de votre parc où on s'y balade en famille. C'est pas de la foule. Naturellement, on se balade par petits groupes. Et, tout à fait. C'est quelque chose qui peut vraiment se faire en toute sécurité. On peut aller se promener en forêt aujourd'hui. On ne peut pas venir visiter un parc animalier avec les mêmes conditions. C'est de l'observation, une déambulation dans un chemin. Sur cette période de l'année, là, 2021, les préfets n'ont pas l'autorisation de dérogation comme ils ont pu l'avoir sur le printemps 2020. Là, oui, les préfets ont pu donner leur autorisation. Et c'était tout à fait justifié. Aujourd'hui, nous, notre plus grande déception, c'est qu'on n'avance pas dans cette voie-là, parce qu'il y a plein de sites sur notre territoire, sur le département de la Creuse, sur le Limousin, sur la région Aquitaine, qui sont visitables en toute sécurité. À côté de chez vous, les labyrinthes verts, par exemple. Ça me remet en cause la pérennité du site, une telle situation ? Alors, franchement, non. Ça ne remet pas en cause sa pérennité. En tous les cas, ça pénalise une évolution, en tous les cas, pour ce site. Comme tout à chacun, on a besoin d'avoir des recettes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, c'est un manque qui est énorme. Pas d'investissement. Vous vouliez recevoir des nouvelles espèces, c'est pas possible. On ne peut pas, parce que pour recevoir des nouvelles espèces, ça demande des infrastructures qu'on ne peut pas mettre en place, parce qu'il y a ces restrictions sanitaires, parce qu'on n'a pas eu le public nécessaire aussi pour avoir la manne financière, même si on est un service public, parce que le parc animalier des Monts de Guéret est un service de la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Cette rentrée n'est pas là. Pas possible non plus chez vous, Fabrice Escure. C'est plus compréhensible parce que c'est un musée, c'est fermé, mais c'est quand même on peut visiter le village martyr, on peut pas visiter le centre de la mémoire. Et pourtant, ce centre de la mémoire, il a un rôle pédagogique à tenir. Donc comment le conserver, comment poursuivre ce devoir de mémoire ? Alors aujourd'hui, nous voudrions réouvrir, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Sur le centre de la mémoire, nous avons réouvert donc au mi-juin, avec des jauges comme d'autres structures ont pu connaître. Et aujourd'hui, c'est là où c'est assez regrettable, nous pourrions ouvrir en toute sécurité, en maintenant des jauges extrêmement réduites, en espaçant les visiteurs. Donc c'est le sens aussi du courrier du président Leblois à la ministre de la Culture pour lui demander, dans le respect évidemment strict des règles sanitaires, de pouvoir réouvrir nos lieux culturels. Alors le travail, comme vous le soulignez, ce travail pédagogique aujourd'hui, il se poursuit tout de même, puisque nous travaillons sur une future scénographie donc qui devrait voir le jour d'ici 2026. Mais encore une fois, moi ce que je regrette, c'est que nous ne soyons pas ouverts. Aujourd'hui, nous avons des groupes de scolaires que nous ne pouvons plus accueillir. Bien sûr. Et le lien, on a un lien fort avec le milieu scolaire, avec évidemment l'ensemble de nos visiteurs, mais on aurait besoin de réouvrir et en s'adaptant, comme je vous l'ai dit, au respect clair des règles. On ne ferait évidemment pas, on ferait comme vous, on s'adapterait, et ça apparaît comme une nécessité. Et d'autant plus que les deux sites ont un vrai rôle pédagogique. Vous, auprès des écoles, vous venez de le répéter, il a fallu se réinventer. Vous allez vers les écoles, dans les écoles, plutôt que ce soit les écoles qui viennent chez vous. Alors, aujourd'hui, on est en fait sur plusieurs phases. La première, donc, je le soulignais tout à l'heure, c'est la refonte de la scénographie, donc qui entraînera une fermeture du centre. Et là, effectivement... Ça, c'était prévu. C'était prévu. Il faudra il faudra se réinventer, réfléchir à de nouvelles modalités d'intervention. Et, nous sortirons évidemment l'exposition, on fera des expositions hors les murs. On travaillera en direction du milieu scolaire grâce à notre service éducatif. Et aujourd'hui, on travaille avec les équipes pour la mise en place d'une exposition virtuelle, donc orientée dans un premier temps grand public, qui devrait voir le jour avant l'été. Et on espère à l'automne avoir une exposition virtuelle également à destination des scolaires pour pouvoir
pouvoir travailler quelles que soient les conditions dans lesquelles nous serons. Est-ce qu'il y aura eu un allègement et nous pourrons accueillir de nouveau du public, ce que l'on espère, je pense tous, évidemment, et aussi dans l'optique de la future fermeture du centre lors de la refonte de la scénographie. Christophe Bise, se réinventer, vous devez le faire, vous aussi, pour rebooster un petit peu, doper à nouveau l'activité. Et ça, finalement, c'est plutôt positif. Ça a accéléré peut-être des prises de décision qui étaient latentes. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous aussi, on a souffert de toute manière, et on souffre encore de la fermeture d'un de nos sites majeurs, de notre équipement majeur qui est la piscine, puisque depuis... En fait, 2 mois et demi de fonctionnement normal en 2020, et là, elle est toujours fermée, et jusqu'à nouvel ordre, on ne connaît pas aussi la date à laquelle elle s'ouvrira, comme tous les équipements sportifs couverts. Et donc, on doit, c'est vrai, trouver de nouvelles initiatives, en espérant qu'on puisse les mettre en place, car malheureusement, le contexte sanitaire reste incertain. Et donc, on va tenter, et si le contexte sanitaire nous le permet, rouverture de nos activités au 10 avril prochain, et essayer d'étendre la saison du lac sur les vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint, essayer de créer de nouvelles animations, mise en place d'un aquapark pour... annexé, qui est lié avec la piscine, si celle-ci peut ouvrir, qui permettra de créer une nouvelle activité, de booster également l'attractivité. L'objectif, c'est d'attirer le plus de monde sur le site. Voilà. Et ce monde-là, il est susceptible ou non de consommer, mais il est susceptible de le faire. Tout à fait. Et en même temps, on veut renforcer nos acquis de l'été 2020 qui ont reposé quand même sur ce tourisme de proximité. Alors la question, est-ce que c'est juste un effet Covid ou justement ça va être une tendance durable ? Si c'est une tendance durable, voilà, faut travailler sur ces acquis, développer justement ce tourisme. On a la chance aussi d'avoir un tourisme d'itinérance autour du lac de Saint-Pardoux avec une boucle itinérante de 107 km qui a été inaugurée au printemps 2020, mise en place par le conseil départemental et qui permet justement en 5 étapes de rallier Limoges à Ambazac en passant par Saint-Pardoux. Et voilà, c'est également ce tourisme d'itinérance est très fort et je pense que c'est un atout majeur et une bonne vitrine également pour ce type de nouveau tourisme. Et tourisme sur lequel aussi on veut miser aussi, c'est le tourisme et les loisirs sportifs de plein air et de pleine nature. On a un site qui s'y prête vraiment très bien. C'est un peu ce que nous disait Amandine. Est-ce qu'on peut imaginer une communication globale pour l'ensemble de ces sites de la part du CRT, du Comité régional de tourisme ? Oui, alors déjà, peut-être redire aussi que la région continue d'accompagner financièrement aussi les acteurs du tourisme. On a une enveloppe qui a été revotée en fin d'année de 4 millions d'euros, donc c'est important de le redire. Et puis effectivement, sur le volet communication, on est en train de travailler à cette fameuse relance. Donc ça, c'est important de le dire, qu'on le travaille avec les partenaires départementaux, locaux, sites de visite. Donc ça, c'est effectivement dans une approche vraiment concertée et co-construite. Et puis effectivement, on va avoir des messages forts sur ces nouvelles formes de tourisme, sur du tourisme responsable, local, tout ce qu'on vient de dire, c'est l'enjeu de notre communication dans les mois à venir. Même si effectivement, on est bien d'accord que sur cette année, on risque de repartir un peu sur la même année que l'année dernière. Donc on est en train de réfléchir aux cibles et aux moyens de pouvoir toucher les gens pour qu'en tout cas, ils viennent chez nous. Voilà. Monsieur Escure nous parlait de ce tourisme pédagogique, en fait, du rôle pédagogique qu'a le Centre de la mémoire. Vous avez, vous aussi, au Parc aux Loups, un rôle pédagogique, surtout en ce moment avec les polémiques qu'il y a autour du loup. Habituellement, il y a une salle vidéo, il y a un espace muséo. Tout ça, c'est fermé. Vous ne demandez même pas la réouverture de ces espaces-là. Mais ce rôle pédagogique, comment pouvez-vous continuer à le maintenir ? Alors ça, c'est une grosse frustration pour nous parce qu'effectivement, au-delà du rôle, c'est une obligation. C'est notre devoir en tant que parc animalier d'avoir ce volet pédagogique vis-à-vis du public. Et on parlait tout à l'heure des scolaires, des enfants, des groupes de loisirs. On ne peut pas le faire. On ne peut pas remplir notre mission correctement. Et au-delà, effectivement, d'un musée que j'accepte complètement de laisser fermer, une salle vidéo qui restera fermée, on
on ne peut plus remplir notre travail correctement, et c'est vraiment très déplorable. Cette information qu'il est nécessaire de donner au public se fait par petites brides, et non plus par un discours qui doit être riche, concret et global. Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus. D'abord, on est fermé. Et demain, parce que j'espère, j'ai écouté la date du 10 avril, ça fait toujours plaisir d'entendre une date aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Oui, on va pouvoir refaire quelques visites guidées, mais ces visites guidées vont être restreintes parce qu'on ne pourra pas avoir des groupes aussi importants qu'on les avait précédemment, et ces informations vont se faire par bride. Et imaginez, comme M. Escure le disait, de vous déplacer dans les écoles, ça c'est... Alors oui, on va pouvoir déplacer des choses, on va pouvoir déplacer un volet pédagogique, ça serait possible. Ceci dit, la vision de l'animal ne peut pas se faire. On ne va pas déplacer nos animaux, malheureusement. Bien sûr. Il y a un produit phare en Nouvelle-Aquitaine, Amandine, qui commence à être bien connu, c'est TerraVentura. C'est gratuit, ça se fait en famille, ça permet de découvrir un territoire ou de redécouvrir un territoire. C'est néo-aquitain, la plupart, c'est plus de la moitié des destinations qui sont en Limousin. Qu'est-ce que c'est TerraVentura ? TerraVentura, c'est né il y a une dizaine d'années, donc c'était déjà un peu précurseur, c'est né en Limousin. Et effectivement, c'est né un peu du constat qu'il y avait une problématique de fierté, en fait. Des gens qui vivaient en Limousin sur le fait de savoir comment on pouvait être fier de sa région et comment on pouvait faire venir des flux sur le territoire sans communiquer nécessairement autour du Limousin. Donc c'est parti de ce constat-là, et on s'est dit que le jeu pouvait être une bonne idée pour pouvoir amener des gens, par le jeu de la gamification, on l'appelle, à se déplacer sur notre territoire. Donc voilà, ça se passe avec une application, et ça permet en fait de faire des marches de 2-3 heures en famille. C'est gratuit, donc on est aussi sur ces questions-là. Ça se co-construit avec les offices de tourisme, et on va chercher des poys, donc des petits personnages. C'est vraiment un jeu extraordinaire parce que ça permet vraiment de faire circuler les gens sur l'ensemble du territoire néo-aquitain, et en plus on peut par le jeu arriver à les amener vers des endroits justement plutôt ruraux qui reçoivent un peu moins de touristes. Donc ça, c'est très intéressant. On dit aujourd'hui que c'est énormément de retombées dans les territoires, puisque quand les gens circulent, ils s'arrêtent au café, ils s'arrêtent à l'épicerie. On dit que sur 1 million d'euros qui est investi sur le jeu, c'est 30 millions de retombées sur le territoire néo-aquitain. Et effectivement, la Haute-Vienne est le territoire, le département qui reçoit le plus de terra-aventuriers. Donc voilà, c'est une vraie réussite pour la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi pour le Limousin. TerraVentura, il n'y a pas de notion de rapidité. On peut le faire si on n'est pas très sportif, on peut le faire à pied en famille, on peut le faire en vélo aussi. Ça, c'est la nouveauté. Voilà, c'est la nouveauté. On peut le faire à vélo, avec l'idée toujours d'être dans une logique de mobilité douce et de développement local. Donc le côté ludique, c'est important. Ça vous misez beaucoup dessus, oui, Christophe. Tout à fait. Il y a une part très importante de par nos activités, même très classiques qu'on propose sur le site, sur le lac. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, nous sommes un site finalement pour le grand public. Donc il est nécessaire qu'il y ait une accessibilité pour le plus grand nombre. À côté de ça, bien sûr, on a des activités, je dirais, pour les plus téméraires, comme le téléski nautique ou le parc acrobatique en hauteur. Mais voilà, c'est vrai que le ludique est nécessaire pour le plus grand nombre, tout à fait. Alors, le ludique, on va pas en parler avec vous, le centre de la mémoire, on s'y amuse pas. En revanche, il y a une question que je voulais vous poser. Fermeture des restaurants, ça veut dire que si on vient à Oradour, on va visiter le site Martyr, mais même si le musée rouvre, si les restaurants ne rouvrent pas en même temps, ça pose quand même problème, parce que les gens vont pas passer la journée à Oradour s'ils peuvent pas manger sur place. Alors, c'est vrai que ça pose un problème. Lorsque nous avions réouvert au 15 juin, les restaurateurs avaient pu également réouvrir. Donc là, c'est toute une économie aussi locale qui est en difficulté sur Oradour. Le site, bien sûr, qu'il a sa vocation mémorielle, mais c'est aussi, on va visiter le centre, on va visiter le village Martyr, mais c'est découvrir un peu aussi l'environnement autour d'Oradour. Donc c'est vrai qu'il y aura une vraie difficulté si nous devions réouvrir alors que le reste du monde économique resterait fermé. Si on reste au ralenti comme ça, cette année 2021, vous l'envisagez comment, vous, Fabrice Escure ? Ça sera une année difficile comme l'an passé. Nous avons ouvert, on a fermé évidemment au moment du premier confinement, on a réouvert au 15 juin, on a refermé en octobre. Ça sera une année en dents de scie. Et malgré cela, comme je l'avais dit tout à l'heure, la fréquentation estivale avait été positive. Donc le devoir de mémoire, il est ancré. Oui. Ça, c'est vraiment le gros point positif. On voit qu'il y a un attachement très fort. Mais c'est vrai qu'on va avoir une année à nouveau difficile si on ne peut pas réouvrir assez rapidement, sans parler évidemment de réouvrir dans des conditions tout à fait normales. On se pliera aux règles qui seront fixées.
Pas de réouverture, ce serait catastrophique pour vous, C'est totalement impensable. C'est impensable d'abord parce que les conditions sont remplies pour accueillir le public, et le public a besoin aussi de nous visiter, que ce soit mon site, que ce soit le site de la mémoire, que ça soit passer du temps à Oradour et plein d'autres choses sur notre territoire. On a besoin de ça et c'est indispensable pour notre bien-être à tous. Vous n'avez aucune marge, vous, hein. C'est-à-dire qu'il y a 8 salariés, ils doivent être là parce qu'il faut nourrir les animaux, les soigner tous les jours. Hein. Tout à fait, parce qu'au-delà de l'accueil du public, il y a quand même ces animaux, et ces animaux ont des besoins et des soins quotidiens, et c'est 365 jours par an. Et ces 8 salariés, mes 8 collègues, sont présents tous les jours sur le site. Vous demandez une réouverture sans condition, ou si on imposait des tests à l'entrée du parc ou un passeport vaccinal, est-ce que vous seriez prêt à vous y plier ? Alors moi, je me plierai aux exigences nécessaires en tous les cas pour que l'on rouvre. Je n'irai pas sur le passeport vaccinal ou je n'irai pas sur des tests parce que d'abord, c'est pas notre vocation. Bien sûr. Je pense qu'il y a des services qui sont adaptés pour ça. Nous, la seule chose que l'on souhaite, c'est pouvoir raccueillir notre public le plus rapidement possible, et les conditions sanitaires que l'on avait déjà mis en place en 2020 et qui ont porté les fruits en 2020 seront reconduites bien évidemment à la réouverture. Si on doit les intensifier, on les intensifiera. Mais il est indispensable pour chacun, nous professionnels et le public, de pouvoir retrouver toutes ces activités. Et voilà, on espère très très rapidement. Pour terminer sur une note positive, je vais vous demander à chacun pourquoi il faut venir passer ses vacances en Limousin, ou au contraire, si on est Limousin, pourquoi il faut rester en Limousin pendant les vacances. Christophe Bise, quels sont vos arguments de vente du Limousin ? C'est même pas des arguments de vente, c'est des arguments de vie. Rester dans le Limousin et venir dans le Limousin pour respirer son air. Alors, ça devient très classique. Hein. Les Vosgiens vont avoir le même discours, les Pyrénéens... Non, nous, c'est mieux. Mais voilà, nous, c'est toujours mieux, c'est certain. Et voilà, on a des sites nature et on a un patrimoine naturel et un patrimoine même historique, voilà, qui est bon à redécouvrir parce qu'on se rend compte que beaucoup de Limousins ne le connaissent pas complètement. Et donc, cette période a permis pour beaucoup de le découvrir ou de le redécouvrir. Donc, continuez. Belle Guitare, même question, pourquoi faut-il venir ou rester en Limousin pendant les vacances ? Tout simplement parce que c'est une destination qui est absolument incontournable. C'est quelque chose avec un patrimoine très riche, avec une philosophie de vie aussi qui est peut-être différente de ce que l'on peut trouver sur d'autres territoires, et un bien-être que l'on ne va pas retrouver ailleurs, ça c'est certain. Fabrice Escure ? Moi, je mettrais en avant, après je ne vais pas dire de choses trop nouvelles, mais c'est la diversité de notre patrimoine. C'est aussi profiter d'un espace où on peut prendre le temps d'avoir un tourisme finalement à taille humaine et de découvrir et même de redécouvrir, comme ça a été souligné, parce que c'est vrai que quelqueois on a beau vivre dans notre environnement, on a l'impression parfois je pense d'oublier et de ne pas forcément s'ouvrir vers l'ensemble des sites du Limousin. Amandine ? Née ici mais ne vivant plus dans la région. Vous m'avez dit, je suis contente de revenir en Limousin. Moi, je suis tout le temps contente de revenir. Mais effectivement, à chaque fois que je reviens, c'est vraiment tout ce qu'on vient de dire. Respirer, profiter de la campagne et de l'esprit qui va avec, de la manière dont vivent les gens, prendre le temps. Voilà. Merci à tous. Allez, prochain dimanche en politique, ce sera dimanche prochain avec Anaïque Demars. On ne parlera plus tourisme. Mais vous pourrez regarder parce qu'elle va recevoir le philosophe des sciences Bruno Latour. Il mène actuellement un projet de réflexion avec la Mégisserie sur les habitants de Saint-Junien, sur leur vision d'un nouveau monde. Anaïque, que vous retrouvez tout de suite pour l'info en Limousin, midi 10. Dimanche en politique continue avec Francis Letellier qui reçoit Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. Moi, je vous retrouve demain, 19h, pour votre JT. Bon appétit, excellent après-midi.